Alors, Fabien Aubert. Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, nous inscrivons ce débat, cet échange, ces propos liminaires dans un contexte national particulier avec un nouveau gouvernement dont nous voudrions d'abord souhaiter la réussite pour le pays, pour la France, avec un nouveau Premier ministre qui, je crois, globalement a montré aux Français qu'on pouvait être engagé sans être enragé et qui a décidé de s'attaquer réellement aux questions avec, je crois, un certain nombre de compétences autour de lui. Alors, vous me permettrez, vous comprendrez que je félicite deux ministres issus de notre région, Geneviève Darrieussecq et Nathalie Delattre, et singulièrement issus de ces bancs. Donc je crois que c'est plutôt bien de leur souhaiter de la réussite aussi et de les mentionner, et en étant conscient, je crois, qu'elles seront aussi attentives aux préoccupations de notre région. Même s'il est vrai, pour nous, et Jérôme Perra l'a évoqué, ce gouvernement est sans doute un peu trop latéral, au sens où nous aurions aimé une composition plus large, pour défendre totalement et pleinement un programme modéré, mais évidemment ceci est un débat d'un autre hémicycle, car je ne voudrais pas qu'on se trompe complètement d'hémicycle. On est ici à la région, on parle des orientations budgétaires de la région. Habituellement d'ailleurs, la partie nationale nous occupe assez peu, et je ne voudrais pas que tout à l'heure nous oublions complètement les orientations budgétaires de notre région. Quel est le contexte d'abord financier dans lequel nous faisons ce débat? Le contexte, il est connu. C'est celui du Covid, d'une crise économique, de la guerre, de l'inflation, d'une crise énergétique et d'un gouvernement qui a dû prendre ses responsabilités. Et vous avez, je crois, toutes et tous ici soutenu l'idée du quoi qu'il en coûte. L'idée qu'il fallait agir. Et parfois même, je crois vous avoir entendu dire que le gouvernement ne faisait pas assez. Cette dette, aujourd'hui, elle constitue la plus grosse partie des dépenses de ces dernières années. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des erreurs de trajectoire, mais on ne peut pas parler de la dernière goutte quand on veut parler de ce qui vient faire déborder le vase. Donc je crois qu'il faut rappeler clairement pourquoi les dettes ont été accumulées ces dernières années. Rappeler également que la règle, c'est le prélèvement quand il s'agit de faire des efforts. Alors, on ne va pas être désagréable, d'autres le feront peut-être, mais on pourrait rappeler les ponctions qui ont été faites aux collectivités locales sous les gouvernements de droite comme de gauche. Et je ne vous ai pas entendu non plus à l'époque, quand c'était la gauche, le dire avec autant de vigueur. Alors, est-ce que sur 60 milliards d'efforts, les 5 milliards demandés aux collectivités sont déséquilibrés? C'est un débat. En tout cas, moi je crois que les collectivités ne sont pas en dehors des comptes publics et elles ne sont pas en dehors de la dette publique, Président. On vote des budgets de fonctionnement en équilibre, certes, mais on s'endette. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, nous représentons aussi une part de cette dette et donc une part des efforts. Ceci, je crois, n'est pas choquant, bien que nous, évidemment, pouvons discuter la répartition des efforts entre les collectivités. Et là, j'entends totalement ce que certaines collectivités disent quand elles considèrent que l'effort qui leur est demandé aujourd'hui est beaucoup trop important. Dire également que c'est un projet de loi de finances, ça a été rappelé, le Parlement va travailler et je crois au contraire que le Parlement va amender fortement ce projet de loi de finances et que la seule position tenable sera, à mon avis, la défense d'une rigueur, d'une juste rigueur. Il faut que ces deux mots soient reliés, liés l'un aux autres, mais il n'y aura pas le choix compte tenu de la situation financière du pays. Alors à propos de la dissolution, bon, Président, vous avez trouvé vos éléments de langage, ils vont circuler, très bien. Nous ne partageons pas ce point de vue concernant les raisons de la dissolution. La raison, elle est simple, la majorité en place a perdu les élections. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a compris, même s'il est vrai que dans ce pays, depuis 30 ans, quand on perd les élections intermédiaires, on ne démissionne pas. Ça fonctionne comme ça, et bien cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et effectivement, le résultat des urnes est pour le moins légitime. Coup d'État, alors, chers collègues communistes, je ne sais pas, vous avez peut-être raison, il faut dire que vous avez plus de pratique que nous en matière de coup d'État. Donc je vous laisse à cette pratique qui ne me paraît pas néanmoins être très adaptée. Je sais une chose, c'est que si on avait appliqué le programme de la France insoumise aujourd'hui, la France serait ruinée. C'est simple aujourd'hui. Si on avait appliqué le programme que vous avez ruiné, vous avez ruiné la France. Vous avez déjà ruiné la France. Ne donnez pas de leçons. Vous avez ruiné la France, monsieur Robert. Soutenu par le Parti socialiste, soutenu par les écologistes, la France serait ruinée. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous avez ruiné la France, c'est ça la vérité. Nous aurons... Calmez-vous, calmez-vous. Nous aurons ensuite un débat évidemment sur la région et nos orientations budgétaires. Les
éléments chiffrés qui nous ont été communiqués, bien sûr, dont certains ne sont plus d'actualité, on le comprend parfaitement, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Un certain nombre de chiffres demeurent vrais. Et nous alertons sur les trajectoires régionales depuis plusieurs années. L'endettement à 9,8 années avant les annonces, c'était quelque chose que déjà nous trouvions important. L'augmentation du poids de la dette, de la charge de la dette. Vous aviez anticipé d'ailleurs des recettes de TVA déjà de notre point de vue surestimées puisqu'elles étaient identiques en progression, plus 2,5% avec une élasticité à 1. Nous trouvions déjà ces chiffres-là extrêmement optimistes et nous n'avions pas d'ailleurs, nous n'avions pas voté le budget. Donc des éléments budgétaires, nous les évoquerons un peu plus longuement, demeurent aujourd'hui. Quant aux efforts aujourd'hui demandés, Président, ayons le débat. L'État, Bercy parle de 40 millions pour notre région. Vous additionnez d'autres chiffres. 40 millions dans le cadre d'un fonds de réserve. C'est important aussi. Hein. Comment fonctionnera ce fonds de réserve, nous ne le savons pas. Le débat doit avoir lieu, mais ne considérons pas que le pire est certain dans ce domaine. En tout cas, vous avez tendu la main en disant travaillons et réfléchissons ensemble aux solutions. Chiche, sans refaire une MIE, mais en nous mettant vraiment autour de la table, avec des chiffres, avec des éléments concrets. La commission finances qui s'est réunie jeudi dernier n'a pas eu les éléments financiers que vous nous avez communiqués vendredi. Et qu'aujourd'hui, vous nous recommuniquez avec 123, 126, 130. Mettons-nous vraiment autour de la table avec des chiffres pour pouvoir discuter éventuellement des choix que nous ferons ensemble. En tout cas, nous sommes ouverts à cette démarche-là. Enfin, pour ne pas être beaucoup plus long sur un autre sujet, vous avez évoqué, Monsieur le Président, la question de la santé mentale, qui sera une grande cause de l'année prochaine. Je voudrais peut-être nous appeler collectivement à en faire aussi une grande cause dans nos lycées. Je crois que la question de la santé mentale commence dès le plus jeune âge. On l'a bien vu dans ce qui a été rendu récemment dans une étude du Haut-Commissariat au Plan. Et je crois que nous avons intérêt, dès les lycées, par les moyens de la région, et peut-être à en faire aussi notre grande cause régionale pour l'année prochaine. Faire en sorte que nous ayons aussi une attention très forte sur ce sujet-là. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous allons poursuivre nos débats financiers lors du débat d'orientation budgétaire, mais je crois que nous ne devons à aucun prix céder, malgré la contrainte économique, à une forme de décroissance. Et renoncer à nos investissements comme la LGV, c'est une forme de décroissance. Dire que ce n'est pas un transport collectif à échelle humaine, mais c'est quoi alors la LGV, mes chers collègues écologistes? Bien sûr que c'est un transport collectif à visage humain. Bien sûr, il y a des gens qui prennent le TGV tous les jours pour aller travailler à Paris. Donc, opposer les trains du quotidien à la LGV, ça n'a aucun sens et nous devons garder le cap sur un certain nombre de nos projets d'avenir. Merci.